Depuis plus de 2 mois, le Togo vit à un rythme particulier. En effet, le gouvernement Victoire Toméga-Dogbe a démissionné depuis le 21 mai 2024 suite aux élections législatives et régionales. Cependant, il a à charge les affaires courantes, les affaires routinières et répétitives et les affaires urgentes. Ce qui signifie que les services publics fonctionnent normalement, de même pour les institutions et les administrations publiques. Les affaires en cours peuvent être menées à terme. Ce rythme particulier impose aux membres du gouvernement des restrictions dans leur prise de décision. En ce qui concerne la défense nationale, la sécurité, l'administration territoriale, les affaires étrangères, l'économie et les finances, ils font désormais partie des affaires dites urgentes, nécessitant une réaction immédiate de la part du gouvernement. Hors ce cadre, les ministres ne peuvent plus prendre des engagements financiers et budgétaires. Ils ne peuvent pas non plus procéder à des nominations. Quant aux décisions urgentes, elles doivent avoir l'aval du chef de l'État, y compris les déplacements officiels. Par contre, les ministres des Affaires étrangères et le Premier ministre sont exemptés de cette restriction. « 607 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'avait prévu obtenir l'État togolais cette année sur le marché des titres publics de l'Union monétaire ouest africaine. Après plusieurs émissions de titres sur le dit marché, le ministère de l'Économie et des Finances a totalisé 531 milliards de francs CFA, qui équivalent à 87% des 607 milliards de francs CFA prévus initialement. Cette progression dans le rassemblement de ces fonds pourrait en effet être un avantage pour l'État togolais qui, à la fin de cette année, peut avoir sur le marché des titres publics de l'UEMOA plus que la somme prévue. Ces ressources, dont dispose l'État togolais, ont été mobilisées au moyen des émissions simultanées d'obligations assimilables du Trésor, OAT, et de bons assimilables du Trésor, BAT. La dernière émission en date a fait un total de 32,1 milliards de francs CFA. La mobilisation de ces ressources financières a pour objectif le financement du budget exercice 2024 du Togo. Longtemps opérationnels dans la région du Sahel, les groupes terroristes étendent depuis un moment leur champ d'action vers les pays côtiers. Côte d'Ivoire, Bénin et le Togo, entre autres, font face à la menace avec quelques attaques meurtrières des groupes armés. Le gouvernement togolais, quant à lui, vient de donner un coup d'accélérateur à la lutte en invitant les populations à s'impliquer davantage. Dans la préfecture de Dakpen, dans le Sahel, des nouveaux comités locaux sont mis en place par le ministère en charge de la sécurité, avec pour mission de recueillir, analyser et de transmettre au comité interministériel de lutte contre l'extrémisme violent les données et informations sur les zones à risque. Aussi, à travers le pays, des numéros verts sont mis à la disposition des citoyens pour signaler tout mouvement ou activité suspecte qui pourrait compromettre la sécurité du pays. Chaque région administrative dispose de numéros spécifiques afin de faciliter les signalements. Il s'agit de 1200 et 1201 pour les savanes, 1202 ou 1203 pour la Kara. La centrale est à 1204 ou 1205, tandis que les plateaux sont à 1206 ou 1207. Concernant la région maritime, 1208 ou 1209 sont disponibles. La justice nigériane a condamné 125 militants et financiers du groupe Boko Haram. Ils ont été reconnus coupables d'accusations liées au terrorisme et à son financement, entre autres. C'était lors d'un procès de masse cette semaine. Depuis 2009, le groupe Boko Haram a tué des milliers de personnes et en a déplacé des milliers d'autres. En avril 2014, Boko Haram avait provoqué une consternation planétaire après avoir enlevé plus de 270 filles dans une école de la ville de Chibok. La campagne Bring Back Our Girls avait dans la foulée été lancée pour tenter d'obtenir leur libération. Plus de la moitié des filles avaient été retrouvées, de nombreuses en étant mères de plusieurs enfants. Les derniers procès de masse des suspects de Boko Haram ont eu lieu entre 2017 et 2018, au cours desquels 163 personnes ont été condamnées et 887 libérées.
Alors qu'il est détenu depuis maintenant une année, Mohamed Bazoum résiste. L'ancien président nigérien continue de refuser de reconnaître sa chute et de démissionner. De quoi irriter cet tombeur qui semble avoir choisi de rendre plus drastique ses conditions de détention. Et les militaires ne font pas dans la dentelle. Depuis des mois, l'ancien président est complètement éloigné du monde extérieur. Il n'a pas de téléphone portable et reste sous une surveillance étroite. Seules les visites de son médecin sont autorisées. Un renforcement des conditions carcérales lié aussi sans nul doute à la tentative de son évasion supposée en octobre dernier. Alors que depuis juin, la justice nigérienne a décidé de lever son immunité, ouvrant la voie à un procès. Mohamed Bazoum est accusé de crimes de trahison. La communauté internationale semble avoir quitté son chevet. Les appels en faveur de la libération de l'ancien président sont désormais aux abonnés absents. Je passais plusieurs semaines à l'intérieur du pays. Le processus de Nairobi est quasiment mort. Déclaration du président congolais. Félix Tshisekedi attribue cet échec supposé à son homologue kényan. William Ruto tenait en effet le gouvernail du dialogue de Nairobi, appelé à mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Le processus devait notamment accompagner le programme de désarmement et de démobilisation de groupes armés actifs dans cette partie du Congo. Mais pour Félix Tshisekedi, William Ruto a pris fait et cause pour Kigali. Le Rwanda est accusé par les autorités congolaises d'avoir déployé ses militaires sur leur territoire en soutien au M23, ce que confirment des rapports des experts de l'ONU. Les relations entre Kinshasa et Nairobi sont sur des béquilles depuis que la capitale kenyane a été le théâtre le 15 décembre 2023 de l'annonce de la création de l'Alliance du fleuve Congo, groupe politico-militaire affilié au M23. Kinshasa n'avait pas apprécié le refus de Nairobi d'arrêter Corneille Nangaa, le numéro 1 de cette plateforme. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été exclu du Congrès national africain, un parti qu'il avait rejoint en 1959 avec sa section jeune. Après avoir été suspendu en janvier par le parti, la commission disciplinaire de l'ANC l'a jugé coupable par contumace cette semaine pour avoir fait campagne pour un parti rival lors des élections générales du 29 mai dernier. L'ex-président Zuma avait rejoint en janvier le parti Mkonto Wisizwe avec qui il avait raflé 58 sièges au Parlement, poussant l'ANC à réaliser le plus faible score de son histoire aux législatives depuis 1994. Invité à comparaître devant la commission disciplinaire, Jacob Zuma a décliné l'offre. Dans une déclaration, le parti MK s'est dit choqué d'apprendre par les médias que Jacob Zuma avait été exclu. Ce dernier a 3 semaines pour faire appel de la décision. Les dépôts de candidature pour la présidentielle du 6 octobre en Tunisie débutent ce lundi 29 juillet, selon un communiqué de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Le président Kais Saïed brigue un second mandat à la tête du pays. L'homme de 66 ans pourrait faire face à environ une centaine de challengers. Selon Radio France Internationale, au moins 97 candidats s'étaient déjà déclarés avant même l'ouverture officielle des inscriptions. Le rappeur Kaderim, de son vrai nom Karim Garbi, ex-gendre du président déchu Zine El Abidine Ben Ali, a annoncé sa volonté de briguer la magistrature suprême tunisienne, ainsi qu'un cinéaste, un cardiologue et des membres de partis politiques. Depuis la prison, l'opposant Issam Chebi a renoncé à se présenter, faute de pouvoir réunir les 10 000 parrainages requis. Loftim Khaï est quant à lui exclu. L'opposant est condamné depuis le 18 juillet à 8 mois de prison pour fraude électorale lors de la présidentielle de 2019. La Malaisie a demandé à rejoindre les BRICS. Le Premier ministre du pays, Anwar Ibrahim, a adressé une lettre de demande d'adhésion au bloc à la Russie, qui en assure la présidence tournante, exprimant sa volonté d'y adhérer en tant que pays membre ou partenaire stratégique.
Selon le bureau du Premier ministre, ce souhait de rejoindre l'organisation des BRICS a été l'essence même des discussions avec le ministre russe des Affaires étrangères lors d'une rencontre avec Anwar Ibrahim dans le cadre d'une visite de travail de 2 jours. Outre la candidature de la Malaisie aux BRICS, divers aspects de la coopération bilatérale ont également été abordés, notamment l'investissement et le commerce, la science et la technologie, l'agriculture, la défense et l'armée, l'éducation, le tourisme et la culture, a ajouté le Premier ministre. Pour le gouvernement de la Malaisie, cette adhésion potentielle serait prometteuse pour les 2 nations et soulignerait leur engagement à promouvoir une collaboration internationale solide.